On accueille Jean-Claude. Voilà. Oui, allô. Tu vois, je t'ai ouvert la porte, Jean-Claude. Oui. Bon. C'est gentil. Merci à toi. Bonjour Jean-Claude. Merci à toi. Alors, j'aimerais commencer mon intervention par une simple phrase. C'est que il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Voilà. Et cette phrase résume, je pense, à elle seule les régimes dictatoriaux, dans lesquels c'est finalement plus que la domination de la peur, c'est la domination du silence qui entre en jeu. Je pense. C'est-à-dire qu'on en France, les gens les à gouvernements se qui passent, c'est toutes les inactions qui sont faites. Voilà, c'est ça, c'est l'inaction, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle dans un pays de dictateur, il est fichu dans un goulag ou en prison où on essaye de lui laver le cerveau et de le museler. Donc il y en a beaucoup qui en ont payé le prix, Solzhenitsyn, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est justement pour ça que je pense que finalement le plus grand décourage dans une dictature, c'est la communication. Le plus grand décourage. C'est pour ça que ça rejoint le sujet justement de ce soir et que je voulais parler de ça. C'est que je voulais parler justement de la peur de la communication et de la glorification du silence, finalement. On incite toujours les gens à se taire, à ne rien dire, à rester, parce qu'ils ont peur, ils ont peur mais ils ne disent rien. Eh ben c'est pas une réussite, parce qu'il y a beaucoup de bruit, À ce sujet, qu'est-ce que tu penses de Edward Snowden, qui a justement rompu le silence? Oui, un lanceur d'alerte. Moi je pense justement qu'il a été quand même assez malmené. Il aurait dû être accueilli, je pense, en Europe. Il aurait dû être accueilli. Par quel pays? Les droits de l'homme. Je pense en France. On aurait très bien pu l'accueillir en France. Il milite pour les droits de l'homme, finalement, pour la connaissance de ce que font les gouvernements. Je pense que c'est important de l'accueillir et de réserver une bonne place. C'est pas un terroriste. C'est un. Alors, est-ce que par la communication, on peut devenir un terroriste? Oui, bien sûr, lorsque on devient dogmatique. Lorsque la personne qui s'exprime est dogmatique et qu'elle trouve un public, effectivement, on a un fusil devant nous, quoi. Alors là, Gérard, je crois que tu parles de terrorisme mental. De quoi? De terrorisme mental. Je parle de ça, bien sûr, parce que quand on parle du marxisme... Mais je pense que le terrorisme, il est déjà mental au départ. Évidemment. Avant d'être dans l'action et dans le... Ça commence par... On a au niveau du terrorisme mental des œuvres assez intéressantes, des œuvres d'anticipation, mais qui font peur. On a des œuvres de Orwell, de Raymond Clé, par exemple, des personnes qui nous incitent à réfléchir finalement, toujours des œuvres d'anticipation, parce que c'est censé se passer dans le futur. On a 1984 d'Orwell dans ce sens-là. Et c'est censé se passer dans le futur, mais c'est un futur qui se rapproche finalement. Et on y est déjà, pour moi. Quand vous prenez l'univers de Monsieur Chaplin, oui. Vous voyez à quoi je fais allusion, son film. Le dictateur, oui. Et les temps modernes. Avant même le dictateur. Les temps modernes. Les temps modernes. Oui. Vous avez un terrorisme, entre guillemets, du travail. Ah oui. Trépalium. Pardon? Trépalium, c'est-à-dire, Gérard? Pas compris, là. J'entends rien, quoi. Le trépalium, c'est, Gérard, tu l'as déjà dit, en plus. C'était une forme de comment dire, je parle du film, qu'est-ce qu'il a voulu dire, quoi? Non, travail, trépalium en latin. Ah oui, je n'ai pas fait de latin. Ah, moi non plus. Non, mais travail, ça veut dire aussi, sur le plan de la sémantique, comment on appelle ça, on vous l'a dit, on vous l'a redit, le mot travail, c'est c'est quelque chose qu'on vous inflige, vous voyez. Oui, voilà, le nom m'échappe. Oui. Bon, je sais plus, moi non plus.
tout cas, c'est parce qu'on utilise le mot travail. Mais là, il y a toute une pensée qui a été développée pour justement avilir l'homme par le travail et non pas le libérer. Un moyen de torture, voilà. C'est pas l'avilisé par le travail, c'est par la répétition des mêmes mouvements, en fait. Comment ? C'est pas l'avilisé par le travail, parce que le travail, c'est la base de tout, mais c'est l'avilisé par la répétition de faire toujours la même chose, en fait. Non, c'est surtout le travail où vous ne pouvez pas vous sortir de l'activité, et ça devient effectivement une torture. Lorsque le travail est rémunérateur et qu'il vous grandit l'âme, alors c'est plus un travail, puisque vous êtes libéré pour pouvoir avoir une activité sans trop faire de vagues et essayer le moins possible d'exploiter l'autre. Évidemment, je dis bien le moins possible. Mais de donner de votre part, par exemple, à semer dans un champ, et que vous soyez plusieurs, et que vous semez en chantant. C'est pas le cas sur France Télécom. Etc. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive dans une robotique. Il y a un nouveau mot pour ça. Il y a le burn-out. C'est ça, le burn-out. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, ça risque pas de m'arriver, en tout cas. Mais c'est tout à fait ça. Dominique a raison. C'est le burn-out. Oui. Oui, seulement je n'utilise pas d'anglicisme. J'essaye. Voilà. Bon, moi je suis à moitié de travail qu'on aime, qui nous passionne et on communique aussi de cette façon-là. Ah ben c'est ce que je souhaite aux générations futures, mais c'est mal barré. Ah oui. C'est ça, mais Gérard, quand tu parlais de contact humain tout à l'heure, et je me rappelle d'une fois où tu avais parlé chez Guéridon de laisser sa porte aux amis et aux voisins. Ouais. Donc, quand tu parles de contact humain, si quelqu'un, aux alentours du 22, vient te souhaiter ton anniversaire, est-ce que tu l'accueilleras bien? Non. Pourquoi? J'accueillerai toujours une personne si elle est en difficulté, etc. Mais voilà, la chaleur humaine aujourd'hui, elle n'a plus, malheureusement, elle n'a plus sa place, en tout cas dans les grandes villes. Il y a évidemment des exceptions, et tant mieux. C'est pas pour rien qu'existent ce qu'on appelle les restaurants du cœur. C'est une catastrophe. Le phénomène est très très généreux, mais c'est une catastrophe humaine. Tout à fait, Gérard. C'est sûr. Ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que dans les grandes villes, on devient de moins en moins humain, de plus en plus individuel. Oui. Mais c'est aussi un fait de société. C'est aussi à cause de la pas de protection, mais c'est à cause du fait qu'on est tous tellement envahis par tout ce qui nous entoure, par tout va très vite maintenant, et il faut aller très vite, et en même temps on n'a plus le temps de communiquer avec les gens parce qu'on est toujours pressé pour faire plein de choses. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de méfiance. Mais la méfiance de quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Mais moi je crains rien, la preuve c'est que je suis là ce soir. Donc, moi non plus je crains rien. Individuellement, personne ne craint. Et quand on tourne les pages, etc., la personne est morte toute seule. Ça fait 1 mois que le corps est en décomposition, etc., etc. Ça vous gêne pas? Ah bah si, moi ça me gêne terriblement. Évidemment. La personne est morte toute seule et sans que personne ne soit soucié d'elle. Exactement. C'est signé qui? Vous êtes tous responsables, ça, là. Mais il y a quelque chose au niveau de la société qui est responsable, c'est nous qui n'avons pas fait vraiment d'accord. Ah ben c'est nous tous en tant qu'individus, oui. Oui, mais la personne, encore faut-il qu'elle ne ferme pas sa porte, parce que si quelqu'un vient la voir avec un bouquet de fleurs et que la personne refuse ce bouquet de fleurs, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bon, ça c'est sur l'air des lampions, ça. Je parle pas de cette personne-là. Je parle de tout simplement que lorsque il y a à la fin des marchés, par exemple, des personnes de tous âges qui commencent à regarder les cajots qui vont être jetés, etc. Ah oui, mais c'est un scandale. Ça rejoint les restaurants du cœur. C'est une honte. Mais oui, c'est honteux. Tout comme les gens sans abri, c'est une honte. Voilà. Le droit à l'habitat est un droit. Mais tu sais, il y a aussi un phénomène. J'aimerais bien rebondir. Il y a des gens qui vont pas forcément bien, mais qui font croire qu'ils vont bien. Et même si on essaie de leur tendre la main, c'est pas toujours évident de pouvoir leur tendre la main parce qu'ils ne veulent pas toujours l'accepter, de pas montrer leur faiblesse ou leur angoisse ou leur mal-être, etc. aussi. Il y a toujours un moyen de les faire flancher. Il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Ouais. Je vais vous laisser, je vais laisser la place à l'autre personne. C'est gentil, on va continuer à vous écouter un petit peu. Et puis tu reviens. On t'embrasse très fort, Dominique. Marc, et puis, avant que tu pars. Et puis on salue Gérard. Moi aussi. J'aimerais bien réagir à ce que tu avais dit. Je ne sais plus qui il y avait. Je dis bonsoir à tout le monde. D'accord, Marc. Et puis à bientôt. Et reviens quand tu peux. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà. Merci d'être intervenu. Tu réinterviens quand tu veux. D'accord. Et on accueille tout de suite Myriam. C'est elle qui fait ça? Non. Vas-y, non. Réappuie sur le devant. Non, pas comme ça. Non, là. C'est pas elle. Non. Vas-y, réappuie sur l'autre. Voilà, c'est lui. C'est cette personne. C'est Gérard. C'est Gérard. Gérard? Non, là tu peux plus. On va le mettre. Voilà. Myriam. Oui. Bonjour. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Myriam. T'as John Et Jean-Claude. et Jean-Claude avec toi. Et Gérard qui revient sûrement. GG, où es-tu passé? Bonsoir, Myriam. Tu vas bien? Là, j'entends pas, là. Il y a une personne que je n'entends pas. Oui, on t'entend. Alors, donc, tu voulais nous faire causer de communication et silence. Oui. Ce qui, au demeurant, est un... Comment on appelle ça déjà? Ça porte un mot en français. Ça. Oui, je sais. Un oxymore. Merci beaucoup. Heureusement que t'es là, toi. Oui, moi, je me posais la question. Comment fait-on pour communiquer avec quelqu'un qui n'a pas le langage? Par exemple, un bébé. Par les gestes. Mais je pense que oui, il y a les gestes et puis il y a le regard, il y a un bébé. Avec un bébé, on communique par la tendresse, par une multitude de choses, et on lui apprend du reste à parler à ce bébé. Autrement dit, qu'est-ce que la communication hors langage? Parce qu'il n'y a pas que la parole. Alors, je pense qu'il y en a un qui l'a très bien compris, c'est le mime Marceau. Ouais. Ah oui. Oui. Et qui a très bien compris que le corps pouvait être un langage. Et juste un sourire, ça peut être de la communication. Mmh. Notamment dans le métro, dans le train. Quand deux êtres se sourient, eh bien, c'est déjà un début de communication. Et il n'y a pas de langage. Oui. Oui, et après on peut aller plus loin avec de la drague et ce genre de choses-là où on arrive dans une communication plus prononcée. Oui, je ne sais pas si la drague est une communication, mais je pense que avant de. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? C'est Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Je suis très content de vous avoir parce que c'est très dur de vous avoir ce soir. Oui. Voilà. Donc je voulais rassurer les gens, je suis bien arrivé. Hein. J'étais en voiture avec des. Oui, alors tu vas voir Christophe. Ils vont pas nous lâcher la grappe un jour, ça là. Et on accueille Gérard avec nous. Oui, le retour. Bonjour Myriam. Bonjour Gérard. Ah, et en plus vous n'êtes pas sur le même insert, donc vous pouvez vous allez vous entendre. Non, on s'entend toujours bien. Que Myriam, elle m'entend pas. John, non, t'es sur le même insert que Myriam. Moi je l'entends John, entend dans l'oreille.
Ah, merci. Gérard ? Tout à l'heure, j'ai évoqué le monsieur Charles Chaplin. Oui. On est dans le cinéma muet. Tout à fait. Et il a bien fait passer des messages très très forts. Et sans, à la limite, même pour les sourds, eh bien... mais c'est très parlant pour les sourds. C'est très parlant. Gérard ? Oui. Gérard, j'aimerais te poser une question sur tout à l'heure, on avait parlé justement de la solitude dans les grandes villes. Ouais. Et j'aimerais justement rebondir là-dessus en parlant d'un livre que j'avais lu il y a pas longtemps. Enfin, c'est un livre, c'est plus une nouvelle, un livre que j'avais lu il y a pas longtemps qui parlait justement d'un homme qui en arrivait à avoir de la schizophrénie à force d'être seul, finalement d'être tout seul dans une grande ville et qui il voyait des personnages, il s'inventait des personnages finalement. Il disait aux gens quand il allait dans les magasins ce genre de choses-là qu'il était en communication directe avec des personnages historiques comme Bayard, ce genre de choses-là. Et j'aimerais bien savoir si pour toi ce que tu penses de ça justement, est-ce que la solitude peut amener à la schizophrénie finalement, au manque de communication ou la mythomanie tout simplement. Mais il faudrait peut-être poser aussi la question à Myriam. Tout le monde. Ah oui aussi, oui évidemment. Je vois pas comment la solitude peut mener à une psychose, mais enfin c'est pas grave. Enfin ça dépend si elle est choisie. Ça vous amuse. Non mais il y a la solitude choisie puis la solitude subie. Oui. Hein, on est d'accord là-dessus. Il y a un moment où celle qui est choisie, on peut la subir. C'est par certains moments. Comme quelquefois même quand on est accompagné, on peut aussi subir cet accompagnement. Ah, c'est parce que t'es mal accompagné. Non, pas forcément. Je pense que quelquefois, on a besoin un petit peu de sa solitude, justement. Alors pourquoi tu es accompagné, puisque tu as besoin de solitude? Non, je te parle par moment. Ah, par pas moment, dit tout le temps. Moment de respirer. C'est une respiration. La personne qui t'accompagne ressent ces choses-là. Donc, vous êtes à deux pour effectivement ce qu'on appelle moduler en silence ou en musique. Voilà. Mm-hmm. Autrement dit, comment fais-tu la part des choses comment fais-tu comprendre que maintenant tu as envie d'être seul? Eh ben, je le fais pas comprendre. Je me rends seul. Je me tire. Je me rends pas disponible aux autres, tout simplement. Ils comprennent. Ou ils comprennent pas. Oui, c'est ça. Et après moi, le déluge, hein, Gérard. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les indécrottables, qui ne comprendront jamais rien, quoi. Oui. Il y a, comme tu dis. Après, il y avait tout à l'heure, j'avais entendu un intervenant qui expliquait que la communication, je crois, s'était réduite à cause d'Internet. Oui. Et je pense que c'est assez vrai. Je pense que c'est assez vrai puisque à chaque fois, l'homme essaye de créer de plus en plus de moyens de rapprocher les gens, mais finalement ne font que l'éloigner puisque au début, le téléphone empêchait les gens de sortir de chez eux et d'aller toquer à la porte du voisin pour lui demander s'il était là, par exemple. Oui. Et puis après, on a eu la radio qui a permis de faire ça de plus longue distance. Maintenant, on a Internet qui fait enfermer des gens chez eux, les met au RSA, voilà quoi, les empêche de travailler, enfin les empêche. Ils s'enferment volontairement, ils ne veulent pas travailler volontairement, ce genre de choses-là. Je trouve que oui, effectivement, ça éloigne les gens. C'est assez vrai. Je ne sais pas, tout dépend. Ça peut être un très bon outil, comme ça peut effectivement être un outil très défectueux. C'est comme le téléphone, quand on voit les gens dans la rue parler tout seul, on peut se poser certaines questions. Le problème, en fait, je pense, c'est que Internet a incité de plus en plus à l'anonymat, finalement, et au reclus sur son... Je pense que c'est l'anonymat qui a incité de plus en plus à se remettre sur soi-même. Parce que le problème, c'est que quand on ne s'affiche pas dehors avec sa vraie tête, sa vraie identité, comme moi, voilà, je suis Jean-Claude, c'est voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là qui, je pense, fait qu'on s'isole de plus en plus, on s'isole dans un autre personnage, finalement. Oui, on se construit un autre personnage. Donc, on est dans la mythomanie, là. Mais on peut y arriver. Ah, mais on est sur le rapidement, je pense. Alors, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de mythos sur les récits internet, etc. Il y a pléthore de mythomanie sur ces réseaux. Où ils s'inventent des vies, des amis,
etc., etc. Et en fin de compte, ça fait des gens seuls qui vont finir à un moment donné, soit à l'asile, soit, en tout cas, complètement déséquilibrés. Oui, merci Gérard. Voilà, c'est exactement ça que j'essayais de dire. Merci. C'est exactement ce que j'essayais de dire, c'est ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est une question de dosage aussi. Il faut savoir s'en échapper aussi. Bien sûr, mais c'est évident. Mais le problème, c'est qu'après, la mythomanie qui commence sur Internet va inciter à continuer. Elle va continuer, par exemple, à la radio. Elle va continuer dans des émissions de télévision. Je sais pas. Enfin, ça peut aller. Mais même dans les relations familiales, elle continue. Ah oui. Où chacun se dit qu'ils ont été rencontrés Brigitte Bardot avant-hier, etc., qu'elle les a bien reçus, etc. C'est un tas de choses comme ça, quoi. L'ami des bêtes. Ouais. Oui. Faut être tordu quand même, là. Bah, il y en a bien qui aiment bien Mylène Farmer, hein. Ouais. Ah, mais la beauté n'est pas la même. Ah, j'ai pas laissé passer, là, hein, Philippe. Laissez-les vivre. Laissez vivre qui, les mythomanes? Quelque part, oui, mais en sachant qu'ils existent, changer de trottoir, quoi. Il y a ce qu'on appelle un filtre psychologique à se forger, quoi. Moi, personnellement, je suis très sensible à ça parce que j'ai fréquenté pas trop, j'ai eu la chance d'en fréquenter quelques-uns dans mes premières amours, et je peux vous assurer que je suis blindé, hein. J'ai connu aussi ça, hein. J'en ai connu un qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Son véritable prénom c'était Alain. Il se faisait passer pour un certain Danaël. Il expliquait qu'il était riche, qu'il avait pléthore de sociétés, d'employés, ce genre de choses-là, qu'il avait couché avec beaucoup de femmes et tout, mais en réalité, on les voyait jamais, ces choses-là. C'était toujours dans son univers, quoi, et comme j'ai jamais eu l'occasion de le connaître. Mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi les folies douces. Les folies douces, j'ai rien contre, je suis même j'adhère. Mais quand il y a les folies dures que représente effectivement tout ce réseau que je viens de dépeindre là, ça vous fout en l'air une partie de la société et ça vous ennuie la vie. Pour bon nombre de personnes, ça leur fout la vie en l'air, hein. Pire quand on rajoute à cela la drogue, hein. Parce qu'il peut y avoir ça aussi, j'en parle même pas de ça. Parce que ça peut être aussi une drogue, Internet. Oui, oui, tout à fait. C'est évident. C'est évident, la mythomanie peut devenir une drogue, hein. S'inventer une vie, c'est quelque chose de très addictif, hein. Dis-moi, Dominique, est-ce que tu as l'impression que nous communiquons là? Parce que je vais quand même essayer de partir pour mieux revenir tout à l'heure, et puis laisser la place à des personnes qui veulent communiquer. Elle est partie, Dominique? Faire partie une petite pause, et moi j'étais en ligne au standard. Donc je te proposais de m'effacer pour laisser... Elle a changé de trottoir. Voilà. Non, mais tu peux rester, Gérard, au contraire, il n'y a pas de souci. Oui. As-tu une gomme? As-tu une gomme? Oui, pour t'effacer. J'ai toujours une gomme et un crayon. Moi, même ça, j'aurais posé l'affaire. Tu vois, pourtant j'en dis des conneries, mais là... Alors, je vous signale quand même que pour faire des économies, c'est une parenthèse que je vous donne comme ça. Oui. Mais elle n'est pas de moi. C'était un chef de service que j'ai eu pendant de nombreuses années, qui au fur et à mesure qu'il y avait des commandes à faire, etc., il avait devant lui une feuille de papier blanc, un crayon et une gomme. Et toutes ces commandes, il les faisait sur le même papier. Ça faisait des années qu'il avait la même feuille. Et il gommait une fois que la commande arrivait. Je vous assure que pour moi, ça a été une leçon. Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Eh ben, j'ai appris à ne pas jeter de papier, etc., ou pas trop. Utilisation du papier. Oui. Voilà. Les enveloppes, par exemple, qu'on reçoit. On peut une grande leçon. Pour écrire une grande leçon. Paraît-il que les anciens... Attendez, Myriam voulait dire quelque chose, là. Myriam, vas-y. Non, je disais réutiliser le papier au lieu de le jeter. Oui, justement, et je réagissais à ce que tu viens de dire, en disant que les anciens retournaient les enveloppes, les vieilles enveloppes, ils les retournaient pour en faire d'autres enveloppes. Pour en faire
c'est une grande leçon qui amène à arrêter les prélèvements, tout ça, je pense. Hein. Réellement, ça amène à tout, à arrêter tout ce gâchis finalement, tout ce gâchis qu'on fait, tout ce qu'on jette. Non, enfin, ce gâchis, on participe tous à ce gâchis, mais on peut un peu freiner. Voilà, on peut freiner le gâchis. Voilà. Ah oui. Voilà. Bien sûr, faut le savoir. Hein. De plus en plus, il y a des pharmaciens qui vous vendent maintenant leurs produits qui ne sont plus empaquetés. Vous l'avez remarqué? Moi, je fréquente peu les pharmaciens. C'est-à-dire au compte-gouttes? Non. Comprimé par comprimé. Un produit qui est normalement contient un emballage qui contient un produit, oui. Eh bien, on te propose le produit qui va dedans sans l'emballage. Ah bon, c'est-à-dire qu'on te propose les plaquettes de comprimés? Non? Ou j'ai pas compris? T'as pas compris, Philippe. Par exemple, c'est la boîte qui n'existe plus. Allez, je vais te dire, normalement ça ne devrait pas faire partie de la pharmacie, mais un shampoing. Oui. Avant, ils étaient contenus dans un petit... Ou un truc en carton, une boîte en carton, et maintenant, non. Oui, oui, ça dépend des marques, oui. Non, mais ça fait un an que ça a commencé comme ça. Oh, mais même bien avant. Mais je pense encore dans les supermarchés que c'est faux. Ah si non, dans les supermarchés t'as des marques. Bon. Je la citerai pas, mais ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté les emballages carton, et donc le shampoing est mis en vente directement dans son emballage. Je sais que même les premiers à avoir commencé ça, c'était Lidl, hein, si je dis pas de bêtises. Comment? Les premiers à avoir commencé ça, c'était la chaîne de magasins Lidl, si je dis pas de bêtises. Peut-être, oui, c'est pas impossible. Parce que comme c'est du hard discount et qu'ils mettaient pas tout dans les cartons, directement les produits comme ça, quoi. Je crois que c'était les premiers à avoir fait ça, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Cette fois-ci, est-ce que je peux me gommer et puis revenir plus tard? Eh ben, comme tu veux, Gérard. Autrement, si tu veux rester, tu restes. Si tu veux t'effacer, oui, je vais aller. Efface-toi. Je vais aller m'exprimer en baladant le chien. Ok. Bon. C'est toi ou c'est le chien qui s'exprime? Les deux. D'accord. Bon, à tout nous à l'heure, Gérard. communiquons comme on peut. Hein. Dis-lui bonjour de notre part. On est d'accord, bisous. Pas trop de croquettes. Hein. À tout à l'heure. Donc Gérard est parti. Je voulais réagir. Oui, vas-y. Il a parlé de Lidl. Je me rappelle pas son prénom. Et donc, oui, je sais que chez Auchan, ils ont un petit rayon où tu peux, par exemple, tirer dans un sac du café, mais sans emballage, comme ça, dans un sac, ou alors des cacahuètes, j'en sais rien, des bonbons. Voilà, à partir d'une bonbonne, hop, tu fais tomber, c'est pesé au poids, et il n'y a pas d'emballage, c'est dans un petit sac. Oui, maintenant, l'emballage est devenu un petit peu obsolète. C'est pas plus mal, hein, finalement. Hein. Ça évite le gâchis inutile. Ça fait des arbres de couper en moins. Voilà, c'est ça. Ça fait des économies. Non, c'est une bonne chose, je pense. Par contre, il y a toujours autant de prospectus dans les boîtes aux lettres. Hein. Et on va accueillir tout de suite Dan, si vous le voulez bien. Dan, bonjour. Oui, bonsoir. Salut Dan. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir Jean-Claude, c'est ça? Bonsoir, oui, c'est ça. Bonsoir Dominique, bonsoir Myriam. Bonsoir Dan. Alors voilà, avant tout, voilà, je suis très content de te entendre Dominique. Oui. Je suis content aussi d'avoir appris le retour de Guéridon, le prochain retour. J'espère qu'il ne sera pas embêté par ces petits terroristes. Oui, dont tu fais partie, je suppose. Évidemment. Non, Dominique, non, je suis pas un terroriste. Non, c'était pas le vrai Dan. Non, mais évidemment que je ne suis pas le meneur depuis 2 heures. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, hop, ça c'est fait. Au suivant. Bonne chose, au suivant. Au suivant. C'est ça que t'allais la faire, Dominique, parce que... au suivant. Je me rappelle que tu adores ça. Et au suivant. Oui. Allô? Oui. On accueille Anita. Oui, Anita. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Anita, j'étais avec Karl dans la voiture. On est bien arrivés. Nous sommes tous bien arrivés. Au revoir. Ils ont beaucoup d'imagination. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir, mais
Oh, il est qu'une heure 39, vers le coup des 3 heures du matin, ils vont se calmer. C'est quand même bien essayé, hein. Oui, communication au silence. Bon, ça va toujours à la Sainte-Baume? À la Sainte-Baume, elle va très bien, je te remercie, John. Bon. Et Myriam est devenue une vedette là-bas. Ah. Ça va, silence. Silence radio. On accueille Lucienne avec un petit doute. Oui, un gros peut-être. Un grand doute. On t'écoute, Lucienne. Eh ben tu fais bien, Philippe, tu fais encore. Vas-y. Lucienne, mais non, c'est bon, tu. Voilà. Et Lucienne Montmardi. Ça prouve qu'ils nous écoutent parce qu'ils connaissent les intervenants. Ah bah oui, bien sûr qu'ils écoutent. Saboter en intervenant, alors qu'ils sabotent. Oui, mais... Bientôt, il n'y aura plus d'émissions, et puis voilà. Bah oui, puis on pourra leur dire merci. C'est en train d'en prendre le chemin. On pourra leur dire merci. On pourra les remercier d'avoir saboté les émissions. Mais non, on est toujours là, Myriam. Oui, mais s'il n'y a personne à l'antenne, mon garçon, comment tu fais? Ouais, bah oui. Mais en même temps, c'est leur faute. Hein. On sera toujours là, fidèle au poste. Et parce que les lignes sont souvent très prises et... Dis-moi, Dominique. Oui. Je pensais que dans l'étymologie de communication, il y a partage. J'ai pas entendu le mot depuis le début, là. Eh ben oui. André. Parce que l'étymologie, c'est partager, transmettre. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, attends une minute, André. André, bonsoir. Et oui, la politesse veut qu'on laisse s'exprimer la personne et qu'on intervienne après. Ah oui, mais j'avais pas entendu, j'étais hors antenne. Il faut enlever tes cotons-tiges, alors. Ah. Eh ouais, c'est pas pratique dans les oreilles, hein. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait du partage? Oui. Oui, tu peux enlever André. Hein. Je parlais tout à l'heure, mais apparemment, ça n'a intéressé personne. Si, ça avec... de la communication hors langage. Oui, parce que si, c'est intéressant. Je trouve que ça, comment dirais-je, ça interpelle beaucoup, quoi. Comment on communique avec un bébé? Bien sûr qu'on lui parle, parce que si on lui parle pas, il n'apprendra jamais à parler. Et comment on communique à l'autre extrémité avec une personne âgée qui sombre dans le mutisme? Ouais. Et quels sont les autres biais de la communication hors langage? Par quoi ça passe? Comment est-ce qu'on peut arriver à se faire comprendre hors langage? Bah, les gestes. Oui. Faire des gestes. Comment est-ce que tu peux comprendre un bébé qui essaye de te faire comprendre les choses et qui n'a à sa disposition souvent que les cris ou les pleurs? Comment est-ce que tu peux savoir pour un bébé, c'est plus dur. Mais pour une personne âgée, les gestes. Attends, j'ai pas entendu, John. Pour un bébé, c'est plus dur parce que, bon, le bébé, c'est un bébé. Mais pour la personne âgée, je pense que les gestes, ça peut marcher. Oui, s'il n'est pas aveugle. Ah oui, évidemment. Et oui, là. Par exemple. Et sinon, j'ai pensé aussi, bon, j'ouvre un peu des portes, puis après, si ça intéresse, ça rebondira, sinon c'est pas grave. Mais ça intéresse. Je pensais aussi au non-dit. Dans le versant silence, dans la communication, que les non-dits, c'est plus qu'un silence. C'est par exemple les secrets de famille. Tout à fait, oui. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas formulé et qui peut faire tellement de ravages dans une vie. Et là, on est bien dans la communication, dans le volontairement occulté, quoi. Il y a des choses dans des familles qu'on trimballe de génération en génération qui ne sont pas dites. C'est vrai. Qui sont tellement présentes que ça fait des ravages terribles. Oui, les non-dits, ça c'est important. J'ai pensé. Je trouve ça tout à fait vrai. Je trouve ça tout à fait vrai sur les non-dits. Et je pense que le plus grand repère finalement de non-dits, ça reste dans les milieux secrets, comme par exemple dans les mafias. Ce genre de choses-là, c'est là où il y a le plus de non-dits, où on évite de sortir les secrets dans les familles. C'est la loi du silence dans ces cas-là. Voilà, là, c'est la loi du silence, c'est ça. Et là, c'est même plus un non-dit, là. C'est là, c'est carrément la loi du silence, finalement. Finalement, ça se rejoint. On accueille la vraie Lucienne. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr, j'ai reconnu sa voix douce et suave. Salut Lucienne.
Oh, bonsoir. Ah, c'est elle, je l'ai reconnue aussi. Oui. Ah, c'est John. C'est la vraie. Bonsoir, Lucienne. C'est Voilà. John. Oui, c'est lui. Oh là là. Oh, je t'aime. Mais dis donc, John, tu leur fais quoi, là, aux nanas, là? Il y a Mimi, Lucienne, Mais les amis. Quel dragueur. C'est un tombeur, Ah. un grand séducteur. Et Myriam, alors? Et Qu'est-ce que tu Lucienne, deviens alors? Bonjour Lucienne. Bonjour Dominique, quel plaisir de t'entendre. Comment vas-tu? Oh, écoute, j'ai fait une de ces gymnastiques avec mon poste. Et miracle. Et toujours, Lucienne, qui est toujours perchée sur l'escabeau. Je t'assure, c'est un vrai miracle, c'est avec ma petite radio que je vous écoute. J'imagine. Ça fait pas d'écho, hein? Oh, il y a quelqu'un Allô? qui... Attends. Allô? Moi, je suis là. Allô? Oui. John qui est parti. Non, non. Vous m'entendez? Non, c'est, à mon avis, c'est Jean-Claude qui est parti. Bon, un de moins.